Salut tout le monde, je m'appelle Bueno, j'espère que vous allez bien, mais vraiment. Bienvenue dans notre nouvel épisode. Installez-vous confortablement, vous écoutez Les Ombres LGBTQ, le podcast sur l'exclusion des personnes LGBTQ noires, mais pas seulement. Je vais introduire mes amis Art et Yuri. Salut les amis. Hello Bueno, salut les ombres, j'espère que vous allez bien. Et toi, comment tu vas? Moi ça va super, je suis content de vous retrouver. Moi Merci. aussi. Salut Yuri. Coucou les ombres, j'espère que vous allez bien. Salut Bueno. Comment tu vas Yuri? Oh, on est là, hein, ça va. Et toi-même? Je suis hyper content de vous retrouver. Moi, je vais bien, merci. J'espère que cet épisode vous plaira, comme les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de lesbianisme dans le milieu afro. On va aborder le désir de femme, le désir lesbien. On va parler de féminisme, on va parler de patriarcat. Et pour ce faire, j'accueille Scott et Candace. Salut Scott, salut Candace. Très heureux de vous avoir avec nous. Aussi, je suis très contente d'être là. Hello Candice. Moi aussi, je suis très contente. Super, super. Franchement, hyper content de vous avoir avec nous, surtout sur le thème qui nous tient beaucoup à cœur et qu'on aimerait vraiment aborder. Et du coup, apporter pas mal d'informations, pas mal de tips, on va dire, pour notre communauté. Et pour commencer, je vais vous demander de vous présenter très rapidement. Donc voilà, on peut commencer par qui veut commencer d'ailleurs. Je ne sais pas, Scott, Candace. Je vais commencer du coup. Alors du coup, moi c'est Scott, j'ai 20 ans et demi, si ça se dit encore. J'habite à Nantes et je suis étudiante en langue, en trilingue exactement. J'apprends l'anglais, l'espagnol et le portugais, donc c'est ma petite fierté. Et je suis haïtienne aussi, très important, je suis haïtienne. Voilà, et je suis en France depuis 15 ans maintenant. Donc voilà, un peu triste, hein. Mais voilà. Hello, du coup, moi, c'est Candice, j'ai 22 ans. Je suis bilingue français-anglais, mais j'ai arrêté les études. Je suis ivoirienne d'origine et je suis arrivée en France quand j'avais 15 ans. Là, j'en ai 22. Voilà. Très content de vous avoir encore avec nous. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on est parti pour un voyage hyper intéressant. Pour commencer, je vais vous demander qu'est-ce que c'est d'être une femme noire lesbienne? Qu'est-ce que c'est que d'être une noire d'être une femme noire et lesbienne? Hem, attends, ouais. J'ai le droit de prendre mon temps, Tu peux. Alors pour moi, je vois ça comme une petite montagne de choses. En fait, c'est plein de petites choses qui sont, l'intersectionnalité du coup, qui sont accumulées, plein de je sais pas, mon identité est composée de plein de choses et je subis plein de choses en retour. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Je suis stressée, oh my god. C'est très clair ce que tu dis, respire, y a pas de souci. Ce que tu as Mmh. dit est hyper intéressant sur l'intersectionnalité, du coup, parce que est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ben, En quoi tu es intersectionnel? Je sais pas comment on le dit d'ailleurs. ouais, je crois que c'est ça. En quoi je subis plusieurs, intersections. Alors déjà le fait que je sois une femme, misogynie, le fait que je sois noire, misogyne noire, tout ce qui est misogyne noire, racisme, et cetera. Le fait que, je me considère comme lesbienne aussi, donc lesbophobie, homophobie, tout ce que vous voulez. Genre, Heu tu cumules les minorités, quoi. et voilà, OK, c'est ça que je voulais dire, voilà. très Mais, bien. bon, ça c'est le point négatif, mais pour moi, il y a pas que ça, dans le fait d'être une femme noire lesbienne. Pour moi, c'est un plaisir d'être une femme noire lesbienne et de me dire femme noire lesbienne. Voilà. Super. Candace. Je pense que je vais dire Candace tout le temps parce que j'aime j'aime trop le dire, c'est trop stylé. Mais je préfère, donc c'est parfait. Alors, pour moi, être une femme noire lesbienne, alors ça dépend. Enfin, c'est un fardeau en même temps, il faut savoir le porter. C'est c'est quelque chose de, comment dire? Je sais pas comment expliquer. J'aurais un peu du mal comme Scott, parce que c'est compliqué à expliquer. Juste déjà être une femme, comme elle a dit, par rapport à la société, c'est compliqué, parce qu'on est des minorités. Et aussi, être noire aussi, c'est compliqué. Du coup, femme noire, faut déjà s'assumer et il faut pouvoir porter ce fardeau-là et il faut bien pouvoir le porter parce que c'est pas le porter à moitié. Voilà. C'est très bien. J'aime bien le fait que tu
surtout Scott, qui parle de «c'est beau, il faut pouvoir le porter et tout», comme si c'était, j'ai pas envie de dire fardeau, mais genre, une hyper grosse responsabilité. Est-ce que vous le vivez comme une responsabilité d'être Perso une femme noire lesbienne? Ouais, personnellement, oui, parce que en fait, on a toujours l'impression qu'on n'a pas le droit à l'erreur et heu et je sais que, mon lesbianisme, enfin, je pense qu'on va le voir après, mais j'ai mis longtemps à me sentir légitime de me dire lesbienne et du coup, avant d'être une femme noire lesbienne, j'étais une femme noire et déjà là, j'avais vraiment l'impression de je me levais le poing levé, je me levais, je devais, vous voyez, porter tout le monde, et cetera. En plus, enfin, j'ai commencé, on va dire, à être féministe assez tôt. Donc, j'avais vraiment l'impression que tout était braqué sur moi. J'avais pas, enfin, je devais porter le fardeau déjà de la communauté noire, etc. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, effectivement, de s'assumer en tant que femme noire. Mais j'ai l'impression qu'on te pousse encore plus à t'affirmer en tant que noire déjà. Donc, surtout, ouais, ouais, vraiment, j'appuie vraiment sur ce point-là que quand tu es un minimum politisé, j'ai l'impression qu'on te pousse encore plus du coup à vraiment assumer ça. Donc, et maintenant que je me dis lesbienne, donc ouais, en fait, voilà, j'ai l'impression qu'à chaque part de mon identité, j'ai les yeux braqués sur moi pour pouvoir l'assumer encore plus. Je voulais parler aussi de ce côté hyper sexualisé déjà de la communauté et aussi des femmes noires lesbiennes. Parce que quand tu dis à quelqu'un que, enfin, moi, par exemple, de mon expérience, quand j'ai annoncé à mes proches que je me considère clairement comme lesbienne, j'ai une de mes anciennes potes qui m'a sorti, enfin, elle m'a sorti un truc du genre, je vais la pécho. Alors que, tu vois, c'est ce genre de truc que tu es là juste en mode, je veux juste m'assumer, tu vois. Et clairement, je m'en fous du reste. Et quand on te ressort des trucs comme ça, tu es juste en mode, je ne suis pas lesbienne pour le sexe, je suis lesbienne dans le cœur. Voilà, c'est tout. Art? Oui, je voulais rebondir en fait sur ce que Scott a dit tout à l'heure sur le fait de se lever, le point levé. En fait, c'est comme si un peu tu assumais plusieurs casquettes, le fait d'être femme noire, le fait d'être lesbienne. Mais en fait, d'où venait cette pression? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire que tu devais porter ce fardeau et devoir assumer tous ces combats pour une seule personne? Alors moi, je pense que ça vient à partir du moment où j'ai commencé à me politiser et en fait, il y a quelques années, je postais énormément sur les réseaux. Clairement, je partageais à fond mes idées et cetera et j'étais vraiment confrontée, bah, par exemple, aux personnes blanches qui étaient pas forcément d'accord, au racisme et cetera et en fait, ça me révoltait mais vraiment et je le partageais ouvertement et en fait, je sais que régulièrement, par exemple, des gens venaient dans mes DM, pour me poser des questions sur le racisme, des blancs, venaient avec, des questions du style: «Ouais, ma pote veut se faire ses tresses, est-ce que c'est raciste?» En fait, ça venait vraiment de l'extérieur et de moi-même aussi. Je pense que je me mettais quand même une petite pression parce que j'aime bien jouer l'infirmière et je pense que ouais, je pense que j'avais envie de me battre pour les noirs en général, en fait, mes sœurs, des fois, je les voyais vivre du racisme, mais elles avaient pas forcément les mots, elles avaient pas forcément, je dirais, la conscience pour poser des mots dessus. Je le faisais à leur place. Mais du coup, bah, je peux pas porter la casquette de tout le monde, quoi. Ah d'ailleurs, si je peux rebondir sur, ce que Candace t'a dit, sur le fait d'être hypersexualisée, heu, je pense que c'est vraiment une des ça rejoint surtout le sujet de vivre son désir, mais c'est vraiment une peur que j'ai souvent, quand je suis entourée d'hétéros. Par exemple, je sais qu'actuellement, je suis pas encore à l'aise avec mon désir en tant que lesbienne et encore moins, du coup, quand je suis entourée d'hétéros. J'ose pas du tout parler, d'amour entre femmes, de sexualité entre femmes et je sais que, ridicule, hein, mais je vais avoir des potes, qui vont se mettre nus à côté de moi, ou qui vont juste, enfin, se changer et cetera. Je vais avoir peur que si je le regarde, elles pensent que et je sais que mes potes sont pas du tout comme ça, mais c'est vraiment cette voix à l'intérieur qui va me dire: «Ah ouais, non, mais elles vont penser que» alors que dans la réalité, c'est pas ça, mais il y a toujours cette peur d'être vue comme une pervers ou ce genre de choses. Je voulais revenir sur ce que Scott a dit. Clairement, quand tu es lesbienne noire, faut être multifonction déjà. Quand tu es noire et gaze, faut être multifonction. Donc c'est compliqué déjà à gérer.
Parce que moi, j'ai déjà, sur ce truc d'hypersexualisation, j'ai déjà eu une expérience avec ma copine. Une fois, on était sur les quais de Bordeaux et on était juste posés, vraiment, on était posés. Il y a un mec qui est venu vers nous et qui nous a proposé d'aller chez lui et de... Ouais, et clairement, et on était juste là, on était tellement choqués. C'est juste, faut avoir les réflexes et il faut toujours pas réagir à chaud parce qu'on ne sait jamais. Genre, les gens, ils sont un peu cons. Je sais pas si je peux le dire dans le podcast, mais ils sont un peu cons. Donc, faut être multifonction, faut aussi réfléchir vite et pas mal pour notre propre santé à nous. Et voilà. Et c'est un truc qu'on doit continuer à se battre pour et ça va évoluer un jour. Je voulais rebondir sur le fait que vous appartenez à trois minorités, parce que non seulement vous êtes des femmes, vous êtes donc il y a une discrimination de genre liée au patriarcat, mais aussi vous êtes des femmes noires, il y a le racisme et surtout vous vivez dans des milieux occidentalisés. Mais en plus, vous êtes des femmes noires lesbiennes. J'aimerais savoir par rapport à ces trois types de discrimination, ces trois casquettes que vous avez au quotidien, quelle est la chose la plus difficile pour vous? Vas-y, Candace, commence. Alors, la chose la plus compliquée, c'est difficile à dire parce que c'est quand même la question de tu es contre le racisme plus ou tu es contre euh, le patriarcat, tu vois, des trucs comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est compliqué parce que déjà, quand tu es noire, quand tu es une femme noire, on attend beaucoup de toi dans la société. Et quand tu es une lesbienne noire, on attend beaucoup de toi dans la société parce que tu es noire. Mais d'un autre côté, on veut que tu dégages parce que tu es lesbienne. Donc, c'est un peu controversé, moi, je trouve. Donc c'est difficile à dire. Moi, je porte ces deux casquettes-là de lesbienne et noire au même niveau. C'est-à-dire que demain, si quelqu'un me fait une remarque sur ma sexualité ou sur ma couleur de peau, je vais lui répondre au même niveau et intelligemment, juste. Et voilà. Pour moi, il y a pas plus grave. Voilà. Personnellement, je pense que c'est la casquette de femme, femme et noire, parce que je peux pas cacher le fait que je suis noire. Et c'est vraiment, ouais, je sais que depuis que je suis jeune, j'ai vraiment l'habitude de me faire aborder dans la rue. Et c'est déjà quelque chose qui me sortait, qui me faisait sortir de mes gonds quand j'étais jeune. Enfin, quand j'étais jeune, je le comprenais pas trop. Quand j'étais vraiment au collège, j'avais 13 ans, je le comprenais pas trop. Pour moi, c'était, ah, on m'aborde dans la rue, il y a des tontons qui viennent me dire qu'ils ont 14 ans alors que pas du tout. Bon, je le prenais, je me sentais flattée, mais MDR, c'était pas du tout ça. Et plus j'ai grandi, enfin, évidemment, moi, je me sentais flattée. Et ouais, ça a vraiment été le fait d'être, voilà, c'est ça, d'être hyper sexualisée en tant que personne noire. En fait, c'est un peu compliqué, mais ouais, vraiment, les deux se lient. Attendez, comment je peux expliquer ça? Ouais, voilà, j'étais une femme, donc j'avais toujours, je vivais le patriarcat, etc. Mais j'étais aussi, donc j'étais hyper sexualisée, mais j'étais aussi noire. Du coup, comme je le dis souvent, les noirs sont dans le fond du panier, faut pas se mentir. Et on me l'a beaucoup, 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 beaucoup fait sentir. Et j'ai vécu beaucoup, 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 beaucoup de colorisme. Ça veut dire que des garçons venaient et me disaient ouvertement, ah, moi je préfère ta pote à côté, elle est moins, elle est plus claire. Ce genre de choses, évidemment, personne ne réagissait. Quand j'étais dans un groupe de personnes plus claires que moi, je le sentais. L'intérêt qu'on me portait n'était pas du tout la même. Et aujourd'hui, ça continue encore aujourd'hui. Donc franchement, les deux choses se tâtent vraiment beaucoup. Comment vous avez réussi à trouver cet équilibre? Parce que tout ça aussi est lié par rapport à notre culture, en fait. Toi qui viens d'Haïti et connaissant aussi le contexte africain, on sait que c'est pas quelque chose qui est accepté. Comment on arrive à remettre les choses au clair et à savoir qui on est? Moi, perso, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de voir une psy pour vraiment accepter les facettes qui me composent. Et aujourd'hui, le fait d'être noire ne prend pas plus de place que le fait d'être lesbienne ou que autre chose. J'ai vraiment avoir un 50-50, un 50-50, et je me définis vraiment pas juste en tant que noire ou juste en tant que lesbienne. Personnellement, vraiment, j'arrive vraiment à avoir un très bon équilibre, mais ça a vraiment été compliqué. Alors moi, je me sens, à vrai dire, plus noire parce que j'ai vécu plus
de controverse, on va dire. Enfin, du coup, avant que je dise à tout le monde que clairement je me considère lesbienne, enfin, je pense qu'on va en parler plus tard de comment ça s'est fait. Mais du coup, c'est plus le truc de... Je suis arrivée en France quand j'avais 15 ans. Et au début, c'était compliqué parce que du coup, j'avais l'accent et tout. Et même avec l'accent, tu sais, genre, c'est compliqué quand tu parles à des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas d'accent et qui t'écoutent, mais qui sont là comme si ils comprenaient pas ce que tu disais, tu vois. Ils comprennent pas ce que tu dis, comme si tu parlais pas le français, alors que clairement, tu leur parles français, tu vois. Et ça, c'était compliqué pour moi à gérer. Euh, Après, le côté du lesbianisme, c'est, c'est, c'est un peu compliqué parce que je mesure les deux en même temps. Enfin, je les mets sur la même balance. Mais ouais, j'avoue que être noire, c'est beaucoup plus compliqué qu'être lesbienne. Parce que aussi, il faut savoir que quand tu marches dans la rue toute seule, en tant que femme noire lesbienne, on va voir juste que tu es une femme noire, pas que tu es lesbienne d'abord. Donc c'est ça qui est plus compliqué. On va plus te faire des remarques sur le fait que tu sois une femme ou tu sois noire. Donc après, quand on me voit par exemple avec ma copine en train de marcher, en train de se tenir les mains, en train de faire ci, ça, c'est là que les remarques désobligeantes commencent à venir. Et après, moi, je suis une personne qui a le sang très chaud. D'ailleurs, ce que tu disais, Scott, par rapport à quand tu marchais dans la rue et qu'on t'accostait et tout. Moi, je suis une personne, j'ai toujours été comme ça. Si tu me parles mal, je vais te parler mal. Et je vais te répondre très clairement à ce que tu mérites, tu vois. Et je me suis jamais laissée faire. Et c'est un truc, je pense, qui m'a sauvé clairement la vie. Parce que, parce que clairement, toutes les personnes qui ont essayé de m'emmerder, je les ai recadrées. Surtout sur ces points-là, je les ai recadrés. Donc, je pense que ça m'a aidé dans la vie. Donc voilà, c'était ma réponse. Merci, Candace. Alors moi, j'ai une question qu'on qu'on a posée à toutes les personnes qui ont été invitées. C'était sur le choix. Est-ce on a le choix d'aimer ou de désirer une femme pour les personnes qui sont lesbiennes? Parce que c'est quelque chose qui est hyper courant dans la mentalité des gens, de croire qu'on choisit sa sexualité. Et j'aimerais avoir votre point de vue sur la question. Alors, oui et non, je suppose. Personnellement, pour moi, ça n'a pas été un choix. Je pense que la réponse à cette question, elle doit être un peu nuancée. Et voilà, pour moi, je pars du principe qu'il n'y a pas une manière d'aimer, ou enfin, il n'y a pas une orientation, enfin voilà, bref, voilà. Mais c'est une question, enfin, la réponse, elle est quand même assez compliquée parce que ça rejoint le sujet du lesbianisme politique, je suppose. Voilà. Et donc, bah, certaines personnes vont vous répondre que non, on ne choisit pas, machin, machin. Certaines personnes vont vous dire que si. Donc, enfin, pour moi, vraiment, la réponse, c'est propre à chacun. De mon côté, non, ça n'a pas été un choix. Oui, je suis née comme ça. Mais il y a certaines personnes, justement, qui se disent lesbiennes politiques, qui vont déconstruire leur attirance envers les femmes et qui sont de base hétéros. Et pour des raisons comme elles veulent s'extraire du patriarcat, elles veulent. Par exemple, Alice Coffin, qui avait fait un livre qui s'appelle Le génie lesbien, justement, qui dedans appelait toutes les femmes à arrêter de relationner avec les hommes. Et en fait, à un moment, elle était passée à la télé, elle avait dit que clairement, elle ne lisait plus les faits par les hommes, elle ne regardait, enfin, tout ce qui était fait par les hommes cis, stop. Et elle appelait toutes les femmes à faire ça. Et en gros, selon elle, bah, c'était comme ça qu'on allait pouvoir s'extraire du patriarcat. Et il y en a qui suivent cet exemple et qui deviennent lesbiennes politiques, sauf que la dernière fois sur Parlons Lesbe, on avait fait un space sur ça. Et justement, on était en train de dire que c'est un privilège de pouvoir dire bon, ben, je deviens lesbienne politique. C'est une réflexion, enfin, c'est pas une décision prise comme ça, c'est une réflexion, mais on vit pas tous dans le même milieu, on n'a pas tous la même famille, on n'a pas tous la même culture. Donc demain, si je vais vivre en Haïti et que demain je me ramenais en disant bon, je fais du lesbianisme politique, je veux pas savoir ce qui m'arriverait et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc... Et puis c'est très souvent les personnes blanches qui font ça. Donc... Je rebondis sur ce que Scott a dit. Pour moi, pour moi, ce sont des féministes extrémistes parce que tu peux pas choisir si tu es lesbienne. Genre, tu peux choisir si tu veux, mais t'es pas lesbienne, tu es juste féministe, tu vois. Féministe extrémiste, je précise parce que je suis aussi féministe. Mais quand tu es lesbienne, c'est juste, enfin, c'est comme quand tu es hétéro et que tu grandis, tu te maries avec t'es une femme, tu te maries avec un mec et tu vis ta vie. Si tu es lesbienne, tu es plus attirée par des femmes, tu peux pas choisir. Enfin, pour moi, c'est un peu controversé. Ouais, je voulais ajouter surtout que je trouve que
ça fausse un peu la notion justement d'identité sexuelle. Parce qu'en soi, ton identité, tu ne la choisis pas réellement. C'est ce qui est intrinsèque en toi et qui demande juste à pouvoir sortir. Donc, je pense que le concept justement du lesbianisme politique, ça relève plus d'un degré poussé de féminisme. Bon, elles ont leurs raisons et tout, mais une fois de plus, ce sont des reliquats certains du patriarcat. Moi, en fait, je me demandais, parce que quand on regarde la définition littérale du mot lesbianisme politique, il est clairement décrit que c'est du lesbianisme radical. Mais pour vous, Candace et Scott, quelle est la définition pour vous? Peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui nous écoutent, et pour moi aussi, concrètement, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour vous, en fait, au-delà de la traduction de Google? Pour moi, c'est vraiment politique. Vraiment, le terme lesbianisme politique, enfin, pour moi, la définition, vraiment, elle est dans le mot. Je sais pas quel mot utiliser qui serait juste, vraiment, à part politique. C'est pas un lesbianisme. Non, non, mais même le terme de naturel, il est pas juste. Enfin, Parce comme qu'ils disent radical. Radical, ça peut faire un peu peur quand même. Ça a l'air brutal comme ça. Mais quand vous nous expliquez vos vécus, je trouve pas ça brutal. Donc, c'est pour ça que je me demande, en fait, qu'est-ce que c'est réellement pour vous? Est-ce que c'est vraiment si radical que ça? Est-ce que c'est extrémiste, limite, si on peut dire? le lesbianisme politique, Oui. bah, justement, certains vont considérer que, bah, tu vois, Candace, par exemple, pour toi, oui, c'est du lesbianisme, ou là, c'est du féminisme radical. Pour moi, effectivement, c'est un féminisme très poussé, mais franchement, ça me choque pas. Enfin, encore une fois, moi, je souhaiterais pas personnellement me mettre avec une personne qui se dit lesbienne politique. Et il y a beaucoup de lesbiennes d'ailleurs qui sont d'accord sur ce point-là, c'est que, euh, enfin, personnellement, je cherche à être aimée en tant que personne et pas à travers un projet politique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas contre le lesbianisme politique, mais je sais que personnellement, moi, je pourrais pas me mettre avec une personne qui se dit lesbienne politique, quoi. Enfin, je pense que il y a du politique dans tout et chaque relation est faite politique, tout est politique, on est d'accord. Mais je pense que des fois, on a besoin de respirer que dans nos relations, même si on est d'accord, on répète tout est politique, j'ai pas envie qu'on soit ensemble parce que tu. Non, non, non. Moi, je trouve que du coup, le féminisme radical, ça dénigre la cause comme tout extrême. Je trouve que même quand tu es noir et que tu veux tuer tous les blancs de la terre, ça dénigre la cause. Quand tu es lesbienne et que tu veux juste ne plus parler à des mecs, je peux comprendre, tu vois. Mais je trouve que ça dénigre la cause parce que c'est pas, on cherche pas à prendre le dessus. On cherche à avoir tous un pied d'égalité. On cherche à être au même pied d'égalité. On cherche pas à diviser la population, les mecs d'un côté, les mecs sur un continent, les meufs sur un continent. Oui, mais dans ce cas-là, il y a des gens qui se considèrent pas mecs ou meufs et on les met où? Tout ça, il y a plein d'options qui doivent être pris en compte et qui ne sont pas pris en compte. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que quand c'est extrême, ça gâche tout. Ça gâche tout. À vous entendre, on a vraiment l'impression, moi j'ai l'impression que le lesbianisme, c'est vraiment la sexualité la plus engagée. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'orientation sexuelle, on a l'impression qu'il y a un mouvement qui est derrière tout ça et qui peut se mêler un peu au féminisme. D'ailleurs, qui est du féminisme? Je pense que ce qui pourrait être compliqué aujourd'hui à comprendre quand on est un homme hétérosexuel cisgenre, c'est peut-être d'accepter que des femmes puissent jouir sans un homme ou vivre sa sexualité sans impliquer un homme. Est-ce que pour vous, vraiment, est-ce qu'il faudrait, comme vous l'avez dit avec le lesbianisme politique, est-ce qu'il faudrait pas un espace lesbien justement pour pouvoir s'extraire du patriarcat sans pour autant être radical, sans pour autant être dans l'extrême? Parce que c'est ça qu'il faudrait aussi, c'est aussi prendre la place qui vous appartient et de l'occuper comme vous le souhaitez. Je pense que oui, parce que clairement, moi, je suis femme noire, lesbienne et féministe, mais je ne suis pas forcément extrême ou radicale. Je sais mes combats, je vais droit au but. Je ne cherche pas à vouloir tuer tous les mecs de la planète pour avoir mes droits. Je cherche justement à leur faire comprendre que nous, on a aussi des droits et on a aussi le droit d'être là et de vivre comme on veut. Et ça, c'est quelque chose
que les féministes, même toutes les causes doivent comprendre. Faut pas se, comment dire, faut pas se rusher à, à vouloir un truc avec la violence comme ça, autant de violence directement. Tu peux utiliser la violence, mais quand tu commences un truc et que clairement la personne se fout de ta gueule devant toi, oui. Mais là, quand tu cherches à ouvrir un combat, ouvrir la parole sur un combat qui est là depuis des années, c'est pas maintenant que tuer tout le monde va aider quelque chose. Faut juste parler, s'instruire et partager ce que tu apprends. Et ça aussi, je pense que ça ouvre la parole parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas instruits sur ça. Il y a plein de gens qui étaient homophobes et qui parlent avec plus de personnes et qui déconstruisent ça. Et je trouve que c'est hyper important de surtout parler. Donc tu estimes que vivre justement sa sexualité est déjà un mouvement engagé, tu veux dire? Déjà, c'est un engagement. Oui, 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 je le pense. Et je pense aussi que tu vas pas juste rester là à vivre ta vie. Je pense que aussi essayer de parler à d'autres personnes, essayer d'ouvrir la parole aussi à d'autres personnes. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas, ils veulent juste vivre leur vie de leur côté, ça, c'est compréhensible. Mais si on peut essayer de dialoguer avec ces personnes-là qui n'ont pas la même pensée que nous et essayer de leur faire comprendre que c'est juste un truc minimum qu'on demande, je pense que ça va passer. Juste, on a besoin de temps, ça évolue encore, ça évolue tout doucement, mais je pense qu'on va y arriver. Faut pas se le dire parce qu'il y a plein. Aujourd'hui, je vais donner le cas des flics. Moi, je suis tout le temps en mode ACAB, ACAB, ok. Mais je sais très bien que tous les flics sont pas des merdes. Mais clairement, je vais pas venir le dire ACAB, mais tous les flics sont pas des merdes, non. Je vais juste dire ACAB, ceux qui comprennent, comprennent, ceux qui comprennent pas, ne comprennent pas. Et ça, après, c'est plus mon problème. Si tu veux que je t'explique, tu viens vers moi, je te l'explique. Tu vois ce que je veux dire? Ça, voilà, c'est un exemple tout con. Mais je pense que oui, il faut aller vers ces personnes-là. Si la personne n'est pas ouverte au dialogue, tu n'es pas obligé d'y aller. Mais je pense que si la personne est ouverte au dialogue, je pense qu'il faut essayer de communiquer et de lui faire comprendre les choses. Ça me fait rire cet élan vers l'autre quand Day, c'est trop mignon. Parce que moi, je sais que je suis beaucoup plus radicale du coup, et que mon espace lesbien, je vais me le créer. En fait, je sais pas comment dire, mais naturellement, j'ai arrêté de relationner avec les hommes cis. Je sais pas comment dire. En fait, c'est comme si que, ouais, je m'étais créé mon monde sans tous ces gens, que ce soit les personnes blanches, que ce soit. Ton havre de paix. Ton havre de paix. Oui, oui, voilà, clairement. Donc, du coup, bah, je sais pas, ma vie, c'est juste construit autour de moi. Enfin, je veux dire, moi et les personnes que je considère safe, je sais que, ouais, je m'embête vraiment plus à débattre ou à expliquer les choses. Bon, ça dépend si la personne, elle vient en toute bienveillance poser la question. Franchement, il n'y a pas de souci, mais je sais que de moi-même, j'irai pas venir t'instruire, de moi-même, j'irai pas te prendre par la main et t'expliquer que le racisme, c'est mal. Parce que je me dis justement que ça fait des années qu'on en est là. Oui, les choses avancent, mais et des fois, c'est triste, hein, mais les choses avancent juste autour de nous parce qu'on côtoie des gens qui pensent exactement comme nous. Par exemple, je vois en ce moment, il y a quand même beaucoup de débats publics sur le racisme, etc. Des gens qui parlent des termes que tout le monde commence à comprendre, etc. France 2 qui nous sort un vieux document sur être noir en France. Et en fait, je me suis dit, ah ben génial, un document qui traite du racisme en France, qui va enfin... eh ben non, pas du tout. C'était juste une vieille étude sur une poupée blanche et noire qui a déjà été réalisée il y a 100 ans. Enfin, les choses n'évoluent pas. J'ai l'impression que oui, je sais pas comment dire, dans nos cercles, peut-être que ça peut évoluer, mais au niveau plus haut que nous, on n'a toujours pas la main dessus. Et en fait, c'est un peu épuisant des fois, parce que tu as beau sur Instagram poster des choses, aller en manif, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se joue, que ce soit, oui, par rapport euh, à l'identité, par rapport au racisme. J'ai envie de dire, on tient pas les rênes. Et j'avoue que des fois, je suis juste en mode, mais autant juste... Enfin, oui, c'est peut-être égoïste, hein, mais autant juste construire son petit monde aussi safe qu'on le peut, parce qu'on va pas changer les institutions, comment on dit, les institutions en claquement de doigts. Ça se trouve, je vais mourir demain et il y aura rien qui aura changé et je vais toujours pas pouvoir faire de gosse dans 20 ans. Enfin, vous voyez, enfin. Quand je dis de dialoguer avec les personnes, demain, s'il faut aller protester ou faut aller défendre quelqu'un de la commune, je serai première devant, tu vois. C'est ce truc-là qu'il faut comprendre, c'est que moi aussi, genre dans mon cercle, toutes les personnes mâles dans mon cercle sont
enfin, c'est les personnes qui sont cis, on les compte sur les doigts de la main, tu vois. Et c'est des personnes que je connaissais d'avant, parce que justement, on n'a pas les mêmes manières de penser, enfin, on pense pas la même chose et on n'a pas les mêmes objectifs de vie, tu vois. Et ça, ça s'est fait naturellement. C'est pas un truc que j'ai décidé de faire, c'est un truc qui s'est fait naturellement. Et si demain je dois rencontrer quelqu'un, un homme cis, et qu'on commence à parler, que je vois que, enfin, c'est un ally, voilà, on discute, on a les mêmes pensées, ok, super, on avance ensemble, tu vois. Mais demain, si je rencontre un homme cis qui me raconte ah, t'es lesbienne, bizarre, non, ça dégage, tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce truc-là ou c'est dans ce sens-là que je veux dire euh, être, pas être radical, juste savoir où on va, tu vois. Faut pas se tromper de, de guerre, voilà ce que je voulais dire. Ça rejoint un peu ce que je voulais évoquer comme idée et profiter pour rebondir sur le lesbianisme politique. Parce que pour moi, quand on dit lesbianisme politique, là, tu es déjà en train d'utiliser la sexualité comme une forme d'engagement. Bon, c'est déjà le cas. Et le problème que ça peut poser, c'est que tu te retrouves soit à politiser la sexualité des uns et des autres ou à sexualiser la politique. Dans les deux cas, tu es dans quelque chose où tu es soit réducteur pour un côté, ou soit tu as des combats qui se mêlent et qui, au final, même s'ils ont des points communs, qui est le fait que ça touche des femmes des deux côtés, mais c'est quand même deux combats qui doivent être distingués pour le bien de la communauté lesbienne. Parce que, comme elles l'ont dit, être lesbienne politique, c'est un privilège. Je pense que pour beaucoup qui sont réellement lesbiennes ou même LGBT en général, si on avait demandé de choisir, je ne pense pas que, au vu du calvaire que tu vis, de ce que tu as pu endurer le long de ta vie, tous les processus par lesquels tu as pu passer pour t'accepter et tout, je ne pense pas que beaucoup auraient choisi ça. Tu vois, c'est encore ça qui fait la différence. Donc, bon, vouloir dire que, OK, tu te places et tu décides d'utiliser ça, les souffrances des uns et des autres, qui sont des souffrances quand même, qui sont là, qui sont réelles et même souvent même latentes pour d'autres, et utiliser ça sur la scène politique, je trouve que c'est un peu malsain, c'est extrémiste et c'est un peu malsain pour elle, en fait. Après, je peux comprendre parce que bon, le patriarcat n'est pas, en qualité de femme, tu es déjà hyper sexualisée même. En qualité de femme lesbienne, tu es encore doublement hypersexualisée parce que vous connaissez tous le fantasme de l'homme hétérosexuel cisgenre de se taper de lesbienne, par exemple. Tu vois, comme elle a raconté, Candice a raconté son expérience et tout, de l'homme qui a vu avec cette fille et qui voulait les ramener. Ce sont des cas qui existent et qui sont toujours là. La plupart des garçons, en général, hétéro, cis, et tout, voient les lesbiennes comme une sorte de plus de fantasme. Et je pense que c'est un peu à travers ça qu'ils se disent que, bon, si c'est des femmes, c'est un peu plus tolérable, si c'est des hommes, c'est mauvais. Mais on pourrait croire que oui, bon, c'est des arguments qui peuvent être justifiés, mais au final, c'est juste lié à des fantasmes, à des perversions qui sont là. Et c'est vraiment dommage. Et le fait justement de prendre cette sexualité et de l'engager sur un point de vue politique va un peu biaiser le combat qui est là et qui est sous-jacent. Merci Yuri. Art, tu voulais rajouter quelque chose? Comment vous le vivez au quotidien, en fait, le patriarcat? Est-ce que vous avez mis en place des moyens, des choses pour vous protéger contre ça au quotidien? Alors moi, clairement, comme j'ai dit précédemment, je suis une personne qui se révolte beaucoup, mais pas pour rien. Parce que, enfin, je sais pas comment l'expliquer, le patriarcat dans ma vie. C'est, au début, c'était plus dans la famille, avec les parents. C'est plus, tu dois faire à manger, des trucs comme ça. Ton petit frère, il est assis à côté, tu dois t'occuper de telle personne, nanana, nanana. Et je me rappelle qu'une fois, j'étais encore jeune, tu vois, et je vivais avec ma mère, mon frère et mes deux sœurs. Et ma mère, clairement, elle mettait tout le fardeau sur moi, clairement.
parce que j'étais la première fille. Et ça, c'est quelque chose qu'elle répète souvent. J'étais juste la première fille. Et je me rappelle qu'une fois, juste, j'étais avec des amis et tout. Et j'ai oublié d'aller chercher mon frère à l'école. Mais il était déjà grand, il pouvait rentrer à pied, tu vois. Et elle m'a vraiment engueulée parce que pour elle, c'est mon devoir. Alors que c'est pas mon gosse. Enfin, c'est mon petit frère, mais c'est pas mon gosse. Donc, je vais m'excuser, mais il n'y a pas à être dans l'extrême comme ça. Tu vois, c'est ce genre de truc. Et même par rapport à mon père, c'est plus des réflexions aussi qui te font te sentir en dessous de l'homme masculin dans la société. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment l'expliquer. Ça a commencé par ça, et après, c'est plus dans la société quand tu vas à l'école, quand tu vas là, quand tu es petite, on te dit, ah, tu dois mettre du rose. Quand tu fais ça, on te dit, ah non, c'est pas bien, tu dois pas faire ça, une fille doit pas s'asseoir comme ça. Et moi, j'ai toujours été le bouton noir de ma famille, j'ai toujours voulu déconstruire ça. C'est de ça que partait de base. C'est comme ça que je partais de base et j'ai fini lesbienne. Mais du coup, j'étais lesbienne depuis le début. Donc voilà. Mais c'est plus ce truc de j'ai jamais voulu, même quand je me considérais pas lesbienne, même parce que je suis passée par la phase hétéro, je suis passée par la phase bisexuelle, même par ces phases-là, j'étais toujours en mode non, enfin tout le monde a des droits. Comment ça, eux, ils n'ont pas droit et nous, on a droit. Comment ça, eux, ils n'ont pas droit et vous avez droit? Non, c'est pas normal. C'est juste c'est un truc fondamental. C'est la base. Il faut respecter tout le monde. Et c'est ce truc-là que j'ai voulu déconstruire depuis toute petite. Et j'ai eu une période de ma vie où ça m'a ramené à de la haine. Et c'est justement pour ça que maintenant, je suis plus forcément dans la haine. Parfois, je vais avoir la haine quand je vais voir, par exemple, il y a quelques années, George Floyd, il s'est fait tuer à coups de genou. J'ai clairement chialé pendant une semaine parce que, enfin, t'as pas à être noir et être tué comme ça dans la rue, non? Et c'est ce genre de truc, tu s'y penses, et souvent, ça te met la haine. C'est pour ça que je comprends un peu les extrémistes. Mais je me dis, faut savoir manipuler cette haine. Faut pas juste prendre cette haine et aller dans le monde comme ça parce que personne va t'entendre. C'est clairement ça qui se passe dans notre société aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de dialogue. Si quelqu'un ne veut pas t'écouter, essaie de comprendre son point de vue et essaie de lui faire comprendre. Si la personne ne veut pas, tu le laisses clairement tomber. Et toi, tu continues ton combat avec d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Je suis totalement d'accord et ça a été pareil pour moi, le mouton noir de la famille et le fait que le patriarcat que je vivais de base, c'était ça. En fait, ça a commencé. Sincèrement, je pense que ça a vraiment commencé à l'école. Enfin, ouais, voilà. Personnellement, ça a commencé à l'école quand j'ai eu mes premières expériences sexuelles et que ça s'est su. Et que après, j'ai eu une grosse réputation dans ma petite ville. Et à l'époque, je trouvais pas ça normal. Vraiment, je trouvais pas ça normal. Enfin, je me suis dit pourquoi moi j'ai cette réputation alors que le gars avec qui j'avais fait mes premières expériences, nada. Et, euh, et ensuite, j'ai vécu de l'harcèlement par rapport à ça. Il y a des photos de moi qui ont tourné. Et donc, en fait, vraiment au tout début, c'était vraiment dans le milieu scolaire où c'était vraiment hard. Et que tous les jours, je me disais, mais deux poids, deux mesures, vraiment deux poids, deux mesures. Et du coup, il a fallu évidemment que je m'arme face à ça. Et en fait, c'est de là d'où est venue ma déconstruction, le féminisme qui a répondu à mes premières questions. Et, euh, et ensuite, ça a été dans la famille, parce que du coup, ma grande sœur a un copain, et je sais qu'à chaque fois que je vais là-bas, ça me révolte. Et pareil, j'avais cette colère en moi. Vraiment, j'avais cette colère en moi de c'est pas normal ce qu'elle vit, c'est pas normal ce que mes sœurs vivent. Et vraiment, je pense que c'est la phrase que je répète le plus, hein, mais dans les couples hétéros, la barre est basse. La barre est au sol et au fond du gouffre où je vois mes sœurs qui s'extasient parce qu'il a rangé une fourchette. Quand je vais là-bas, je me coupe plus de la maison que son mari. Enfin, en fait, c'est de l'injustice et ça me révoltait. Et j'en parlais à mes sœurs, j'en parlais. Et en fait, c'est très bête de dire qu'elles en ont pas conscience, mais tu peux pas claquer des doigts comme ça et te dire, bon, ben, je vais m'extraire du patriarcat, alors qu'elle a un enfant, alors qu'elle a une situation, elle a une famille. Et en fait, je pense que peut-être que je m'éloigne du sujet, mais je pense qu'il y a beaucoup de nos ancêtres, de nos mères, de nos grands-mères, etc., qui sont dans cette situation
et qui savent pas comment dealer avec ça, la vie que tu viens de construire, en fait, te rendre compte que, ah ouais, merde, bah, ce que tu vis, c'est pas égalitaire. Et, et je sais que j'avais eu un copain à un moment, et en fait, quand je lui parlais de tout ce que je vivais, je il savait pas quoi dire de un, et j'ai vraiment développé une haine aussi contre lui parce que, par exemple, je me faisais aborder dans la rue et je me rappelle un jour, je me suis vraiment fait aborder dans la rue. Je suis allée en cours le matin, je suis revenue au milieu de l'après-midi, je m'étais fait aborder 4 ou 5 fois et vraiment, j'en avais ras les fesses. Et je lui en parlais, il savait pas quoi me dire. Et en fait, j'étais en colère contre les hommes, mais en fait, contre lui aussi, parce que bah, je le mettais dans le même panier. C'était un homme et c'était mon copain et il savait pas quoi me dire. Il était juste là en mode, oh, bah, leur réponds pas. Du coup, ouais, enfin, ouais, voilà. Et aujourd'hui, bah, pour me armer contre le patriarcat, bah, pareil, en fait, naturellement, je relationne pas forcément avec les hommes cis, mais dans ma tête, je me dis pas, ouais, je veux pas relationner avec eux. Juste, bah, je sais pas, il y en a vraiment pas beaucoup bon, il y en a vraiment un dans mon cercle et c'est tout. C'est le meilleur ami que j'ai depuis que j'ai 8 ans. C'est le seul homme cis qu'il y a autour de moi et je sais pas, en fait, voilà, naturellement, pareil, je sais quels sont mes combats, je sais où je vais, je connais mes limites. Et je sais pas, vraiment, ça fait le tri naturellement, j'ai rien besoin de faire, en fait. Donc, voilà. En fait, j'ai eu comme une sorte d'illumination, si on va appeler ça comme ça. En fait, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, on a parlé du fait d'être noir, on a parlé du racisme, on a parlé du féminisme, du patriarcat. Et en fait, je me dis que vous êtes deux femmes noires et au final, toutes ces choses font partie de vous. Ça, c'est totalement vous, en fait. On peut pas dissocier. L'un ne va pas sans l'autre dans vos vécus actuels. Là, en tant que femme noire, par rapport à vos cultures, par rapport à la culture soit africaine, soit haïtienne, comment ça a été perçu? J'imagine que actuellement vous êtes out, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes en dehors du placard, peut-être. Comment ça a été perçu? Comment vous l'avez vécu? Comment ça a été d'assumer, en fait, qui vous êtes auprès de votre entourage? Alors, du coup, moi, déjà, ça a commencé très longtemps. J'étais encore au collège et je vivais encore à Abidjan. J'étais dans un collège privé catholique avec que des femmes. Je me considérais encore hétéro. Mais, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fini ce collège-là, j'ai eu plein d'expériences avec des femmes. Mais vu que là-bas encore, surtout encore là-bas, c'est très arriéré sur ce sujet-là. Donc je me disais pas, je suis lesbienne alors que je connaissais le mot lesbienne. J'avais des potes qui se disaient clairement lesbiennes, mais juste elles s'assumaient juste à l'école et quand elles rentraient chez elles devant leurs parents, c'était hétéro as fuck, non, tu vois. Et du coup, enfin, j'ai eu des relations avec des femmes et tout, mais quand je suis sortie de ça, je me considère toujours hétéro. J'ai pas voulu forcément chercher ou creuser. Et après ça, il y a des années qui sont passées. Quand j'avais 18 ans, je me suis mis avec du coup, un ex à moi. Euh, C'était compliqué parce que justement, quand je suis en relation avec un mec cis, je me sens pas à l'aise. C'est que, en fait, vers la fin de la relation, c'était juste, je le voyais, ça m'énervait. Je racontais à ma copine, c'est pas de la haine envers les hommes, c'est juste, tu sais, je me dis, je suis en couple avec lui, mais genre, oui, mais genre, ça m'énerve. Mais je ne savais pas pourquoi. Et quand on s'est séparés, je me suis considérée bisexuelle. Et là, je commençais à voir des femmes, mais en même temps, je voyais aussi des hommes. Mais quand je voyais ces hommes-là, je me disais, peut-être que c'est l'homme parfait que j'ai pas encore rencontré. Je me disais ça à l'époque. Je me disais que peut-être que c'est, bon, il y a des gens qui sont cons, tu vois, du coup, tu n'as pas encore rencontré le bon mec. Mais c'était clairement pas ça. C'était juste le fait de me savoir en relation avec un homme et genre leur manière de penser, un homme cis, leur manière de penser, je sais pas, ça me tendait. Et là, je sais que je suis en relation avec une femme. Si je vois un homme cis dehors, je vais pas l'attaquer à coups de couteau, tu vois ce que je veux dire. Mais juste, enfin, voilà, je me sentais très comme ça, nerfs et tout. Et je crois que c'est il y a 2 ans de cela, une fois, vu que j'ai des relations compliquées avec ma mère, une fois, on s'était un peu embrouillé et je me suis clairement dit, j'étais en train de chialer dans mon lit, je me suis clairement dit, en vrai, t'es déjà le mouton noir, vas-y, balance ça comme ça et juste fuis, tu vois. J'ai juste lancé ça, ma mère, elle m'a sorti. J'espère que c'est une blague. Et j'ai fait tout un texte, mais ouais, ça m'a vraiment trop touchée. J'ai chialé
toutes mes larmes. Et genre, j'ai fait un texte en mode, ben non, du coup, je te parle de ma vie. Je crois que je vais te faire un prank alors que tu crois en Dieu plus qu'à je sais pas qui, tu vois. Genre, ces trucs-là, c'est pas ton délire. Je vais pas te faire un prank sur ça. Je lui dis ça. Et en gros, ma mère, en ce moment, c'est compliqué parce que elle le sait. Enfin, au début, je lui avais juste assumé que j'étais bisexuelle. Et, euh, et après, genre, elle sait que, j'aime les filles et tout, mais elle décide d'ignorer. J'ai relancé le sujet à 2 reprises, mais elle décide d'ignorer. Après, moi, je me dis, ce n'est plus mon problème. Elle le sait demain, si je me marie avec ma femme et qu'elle veut venir, elle vient. Si elle veut pas, elle vient pas. En vrai, j'ai fait ce deuil-là aussi. Parce que c'est aussi ça faut qu'on comprenne dans la commune. Quand les parents, ils sont pas d'accord avec nous, faut qu'on essaie de se prendre en charge. Faut pas juste rester là. Parce que les parents, ce sont des personnes à part entière. Faut pas se mettre sur leur dos. Si ton père ou ta mère, je peux comprendre qu'il y a certains qui sont mineurs, qui se font attraper et tout, c'est pas correct ce que les parents font, mais juste faut savoir se dire, c'est pas grave, la vie continue. Quand j'ai 18 ans, je suis partie de chez moi, j'ai eu mes relations et tout, tout. Et après, quand j'ai annoncé à ma mère ça, j'étais clairement plus chez elle. Donc j'avais clairement le droit de faire ce que je veux. Elle pouvait m'empêcher de rien faire. Donc j'étais clairement libre de m'aventurer où je veux et quand je voulais. Et concernant mon père, je lui ai dit, et mon père, c'est plus, il vit encore à Abidjan, et mon père, c'est plus, qu'est-ce que les gens vont penser, nanana, nanana. À plusieurs reprises, on en a parlé, et je lui ai clairement dit, parce que je mesure pas mes mots avec mes parents, surtout avec mes parents, parce que trop de traumas venant de là, je lui ai clairement dit, je m'en fous de ce que ton entourage pense. Moi, mon entourage, même mon entourage, je m'en fous de ce que mon entourage pense. Donc, je vais pas calculer ce que toi, ton entourage pense, alors que je les connais clairement pas. Je connais 2 personnes de ma famille. Donc, non, je vais pas vivre sur ça. Et plusieurs fois, on a eu cette conversation et c'était il est vraiment drama queen, mon père. C'était vraiment, ah, je vais mourir demain parce que t'es lesbienne. Mais moi, j'étais juste en mode, je vis ma vie et si t'es d'accord, t'es d'accord. Si t'es pas d'accord, je vis ma vie à côté, tout simplement. Je vais pas poursuivre quelqu'un pour me suivre dans ce que je vis alors que je vis juste naturellement, normalement. Je vis ce que j'ai envie de faire. Moi, ça a été un long chemin. Enfin, un long chemin. De base, je me disais hétéro. Et en fait, j'ai découvert, oui. Je suis tombée amoureuse d'une fille à un moment. Ça s'est super mal passé. Et après, j'ai pas assumé le fait d'aimer une fille, en fait. Donc pendant 3 ans, je disais à tout le monde que j'étais hétéro. Sauf qu'en fait, au fond de moi, je savais très bien que c'était faux. Parce que chaque année, il y avait une nouvelle fille qui me plaisait, etc. Mais je continuais à dire que j'étais hétéro. Et en fait, c'est bizarre, mais j'osais pas dire du coup à l'époque que je me considérais bi parce que j'avais encore une fois l'impression, j'avais plein de préjugés sur moi-même en fait. Enfin, je sais pas, le regard que je portais sur moi-même, il était très jugeant. Et en fait, je me disais, ah, mais si tu fais ton coming out, les gens vont pas être surpris parce que vu ton caractère, vu ta personnalité, ça va être logique pour eux. Enfin, j'avais l'impression que j'étais dans une case et que j'allais encore plus confirmer cette case, sachant que on me voit comme une fille hyper extravertie, hyper gna gna gna, hyper gna gna gna. Je me suis dit, la bisexualité, ça va être la cerise sur le gâteau. Et finalement, j'ai décidé du coup d'assumer le fait que j'étais bi. Je me suis mis en couple avec un homme, et en fait, un homme cis, et en fait, pareil, ça m'énervait de le voir. Enfin, ça m'énervait, et je sais qu'il y avait des gens, des fois, qui me disaient, quand je leur disais que j'étais en couple, pensaient que j'étais lesbienne. Et en fait, j'étais en mode, non, je suis dans un couple hétéro, et ça me faisait encore plus rager. C'est encore ça m'énervait et je sais pas, enfin j'avais des phases où je me sentais pas du tout à ma place dans ce couple et je me rappelle vraiment un jour où je sais pas, je marchais et tout, je me trouvais super belle, j'ai vu mon reflet et je me suis dit mot pour mot, mais je suis trop belle pour être en couple. Vraiment, et là je me suis dit mais en fait je pense pas que je suis trop belle pour être en couple, juste j'ai rien à faire dans ce couple là qui casse une partie de moi et sachant que pareil encore une fois je suis très carrée, très radicale dans ce que je pense, je sais où je vais. Et avec mon ex, du coup, ça passait pas du tout. Parce que lui, tout ce qui est. On avait vraiment pas du tout la même manière de voir les choses. Et pour lui, que ce soit sur le racisme, non, mais en gros, il est à fond méritocratie. Il est à fond méritocratie. Le féminisme, il m'avait dit oui, c'est la dernière fois que je me mets avec une féministe, c'est trop casse-tête. Juste parce que je te demande de respecter les femmes, génial. Enfin bref, et là, je me suis dit, c'est vraiment pas fait pour moi. Et, euh, et en fait, ce que j'ai
ce que j'ai commencé à me dire récemment en analysant tout ce schéma, c'est que je pense que ça fait un petit moment que je me forçais à continuer de relationner avec des hommes cis. Heu, Parce que des fois, je revois des tweets que j'avais écrits déjà en 2020-2019 et j'étais déjà en train de me plaindre, en train de me dire que je me sentais pas bien dans ces couples hétéros-là. Donc vraiment, ça fait un petit moment. Sauf que je me sentais pas du tout légitime de me dire lesbienne parce que j'avais encore ces idées du style oui, mais une lesbienne, c'est quelqu'un qui est naturellement lesbien, qui est de naissance. Toi, tu te dis bi, donc tu peux pas passer de bi à lesbienne. Alors qu'on s'en fout, on s'en fout. Mais vraiment, dites-vous que je me dis lesbienne depuis 2 mois. Parce qu'avant, je me sentais pas légitime, alors que je relationne plus avec les hommes cis, parce que je n'ai vraiment plus aucune attirance pour eux. Mais c'était vraiment quelque chose que j'ai eu du mal, à accepter. Et ce qui m'a aussi freinée, c'est que on parle beaucoup du male gaze en ce moment, donc le regard des hommes, etc. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me dire non mais Scott, tu n'es pas bi, tu es lesbienne, j'ai vraiment eu ce genre de pensée de ah mais est-ce que je vais réussir à vivre sans le regard des hommes? Bah clairement oui, là je vis ma meilleure vie, hein. Mais je sais qu'à l'époque où je me suis posé cette question, pour moi c'était non, je toute notre vie est tellement construite autour du patriarcat, autour du regard des hommes cis que s'imaginer s'extraire de ça, j'imaginais rien parce que je connaissais pas ce style de vie-là, de vivre pour soi, de pas faire avec les hommes, avec le regard des hommes cis. Et maintenant que je le fais vraiment, vraiment c'est une délivrance, hein, mais sur le moment, waouh. Et pour parler de mon coming out, du coup, quand j'ai quitté mon ex, du coup, j'ai commencé à dire à ma famille: «Je vais arrêter de relationner avec les hommes cis». J'ai commencé comme ça et mes sœurs, je suis de la féministe de la famille, donc ça les a pas du tout étonnées et en fait, je leur ai dit que j'aimais les femmes et tout, mais elles le savaient déjà parce qu'à l'époque où je suis tombée amoureuse pour la première fois d'une fille, j'étais super contente, en fait, donc je l'ai pas du tout caché. Je l'ai pas du tout caché et mes sœurs le savaient et ensuite, quand j'ai caché cette histoire, enfin quand j'ai je sais pas, j'ai arrêté d'assumer et que pendant 3 ans je me disais hétéro, mes sœurs régulièrement me disaient: «Bah Scott, on n'entend plus du tout parler de, cette fille, c'était une phase ou quoi?» Ou genre mes sœurs, enfin j'ai la plus petite de mes grandes sœurs qui me lançait souvent la blague, «Ha vous vous rappelez quand Scott, elle avait une période où elle aimait les filles?» Et genre je leur disais rien parce que je savais pas quoi leur dire. C'est pas que j'aimais plus les filles, c'est juste que j'assumais pas, c'est tout. Et du coup, elles l'ont quand même assez bien pris, même si ma sœur a dit: «Oui, moi, si j'ai une fille, lesbienne, ça passe, mais si c'est un homme, j'aurais un peu plus de mal à assumer». J'ai soufflé. Il y a sa copine aussi, qui a dit: «Non, mais pour moi, c'est toujours une maladie». J'ai soufflé, mais je l'ai pas mal pris. Pour moi, c'est juste en mode, je suis détachée de ça justement et voilà. Et après dans mon entourage, ça s'est fait un peu tout seul, j'ai commencé à dire petit à petit, à assumer petit à petit mais le plus dur, ça a été avec ma famille haïtienne parce que du coup mes sœurs, c'est mes sœurs de cœur et elles sont centrafricaines et donc ma famille biologique du coup est haïtienne et ils sont hyper, 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 mais hyper croyants et j'ai une relation super compliquée avec, enfin un peu compliquée avec ma famille, mais surtout avec ma famille paternelle et enfin avec mon père tout court d'ailleurs. Et je sais qu'à l'époque où je parlais encore à mon père, j'avais juste posé la question, «Ça te ferait quoi si un jour j'étais avec une fille?» Et je m'attendais, je sais pas, à ce qu'il soit choqué. Il m'a juste dit: «Tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Merci, bon». Et du côté de ma mère, je suis beaucoup plus proche, je suis vraiment très proche de la famille de ma mère et eux, ils vivent tous en Haïti et en fait, ils sont mais vraiment extrêmement croyants et je sais que ma mère, à chacune de ses phrases, elle finissait par: «Grâce à Dieu». Ça m'exaspérait d'ailleurs. Vraiment, ça m'exaspérait et je sais que, bah, elle est décédée récemment et je sais enfin, en fait, des fois, je me dis: «Mais comment elle l'aurait pris, le fait que là, je lui annonce que j'étais lesbienne?» Mais en fait, elle m'aimait tellement que je pense que, vu comment elle était croyante, peut-être qu'elle aurait eu un petit peu de mal à le digérer, mais sincèrement, je pense elle serait vraiment, vraiment passée au-dessus. Et après le reste de la famille, je leur ai dit et j'étais en couple, récemment avec une fille et qui était haïtienne aussi donc sa famille méga homophobe, je pense qu'elle l'aura même si on avait fini ensemble, il l'aurait peut-être jamais su d'ailleurs et du coup donc je l'ai dit à mon cousin, je leur ai dit: «Bah tu sais, la fille avec qui j'étais cet été, c'était pas juste une amie, c'était, j on était ensemble» et il m'a dit: «Bah je le savais». Et je lui ai dit: «Bah comment?» Il m'a dit: «Bah je reconnais quand 2 personnes s'aiment». Oh mon Dieu, ça m'a fait trop ça m'a fait trop du bien, genre, c'était trop mignon et vraiment je m'attendais à bah, je sais pas, à recevoir des commentaires homophobes et pas du tout. Je vraiment, je suis choquée. Vraiment, là, je peux dire que je suis choquée
de leurs réactions qui ont été vraiment plus que bienveillantes. Après, ça, c'est qu'une partie de la famille, parce que y a tout un côté où je suis pas assez proche d'eux pour le dire. Et l'homophobie en Haïti est telle que si tu te fais frapper parce que tu es homo dans la rue, les policiers vont te frapper aussi. Donc. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Scott plutôt, parce que ça m'a rappelé ce que Macoumès disait lors, de, lors du dernier épisode, parce que Macoumès avait dit une phrase, c'est être une femme lesbienne. Bon, pour son cas, c'était en Guyane. Être une femme lesbienne en Guyane, c'est aussi faire croire aux autres que tu es bi pour avoir un peu plus de tolérance de leur part et tout. Donc, du coup, est-ce que tu penses que Scott, tu es passé par là, que c'était juste histoire d'arrondir les bords pour que ça passe mieux, ou c'était vraiment à ce moment-là que tu te considérais comme réellement bisexuel? Je pense que c'était pour que ça passe mieux, mais plus à mes yeux. Parce qu'encore une fois, vraiment, j'avais vraiment très peur de. Vraiment, c'est peut-être bête, hein. Aujourd'hui, je le vois comme une légèreté, mais à l'époque, vraiment, c'était un truc énorme pour moi de vivre sans le regard masculin. Du coup, c'était plus par rapport à moi, parce que je pense que, oui, si dès le début, j'aurais été lesbienne, bon, voilà. Mais ouais, j'avais vraiment peur de sauter le pas et de. Voilà, parce que vraiment, à cette époque-là, je me sentais déjà vraiment très mal dans mes relations hétéro. Je me sentais vraiment pas moi-même et je vois des mots que j'utilisais à l'époque, mais j'avais vraiment juste l'impression d'être un objet dans ces relations-là. Et je me sentais vraiment, je répète, vraiment pas moi-même. Donc voilà. Si vous devez retenir 2 à 3 Candice, Miss Candice, si vous devez Oui. retenir 2 à 3 remarques ou anecdotes vraiment très chaudes sur un point de vue socio-économique ou sur un point de vue professionnel lié à votre sexualité, ce serait quoi? Déjà, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, qui vous a marqué? Alors, est-ce que je peux encore te couper? Parce que je voulais rebondir sur 3 petits trucs. Désolée, je suis chiante. Non, vas-y, Je rebondis voulais, autant que tu veux. je voulais rebondir sur ce que Scott a dit. Sur d'abord, la première chose, c'est le truc d'assumer d'être bisexuel pour que ça passe mieux. Surtout pour les femmes dans l'entourage, surtout. Parce que moi aussi, ça a été un peu la même chose parce que je me suis dit, si je dis, parce que clairement, quand j'ai fait mon coming out à tout le monde, c'était plus en mode, j'aime les hommes et les femmes. Et c'est juste, je tâtais un peu le terrain pour savoir comment ça va se passer. Et après, je me suis dit, mais ça sert à rien parce que tu vas clairement finir par t'assumer. Donc clairement, dis-le maintenant. Et c'est ce truc aussi de ce que Scott disait, la validation masculine, parce que j'ai réussi à passer outre ça et ça m'a vraiment aussi sauvé la vie parce que je me disais, bi, pour avoir cette validation, alors que j'étais pas attirée. Clairement, vers la fin, quand j'étais encore bisexuelle, je me disais clairement, mais t'aimes pas, enfin, tu sais que tu vas pas finir avec un mec. Je disais tout le temps, même avec les mecs que je rencontrais, je leur disais, je sais que je vais pas finir ma vie avec un mec, mais juste, je suis bisexuelle. Je sentais ça comme ça, mais pour moi, c'était normal de dire ça. Et aussi, par rapport à libérer la parole, comme tu disais, par rapport à tes sœurs, Scott. Moi aussi, c'était parce que j'ai ouvert aussi la parole avec mes parents parce que je savais que ma sœur, elle était un peu... voilà. Et j'ai annoncé à mes parents et après, quand j'ai annoncé à mes sœurs, de toute façon, elles m'ont dit, même mes amis et tout, ils m'ont dit, c'est pas un truc nouveau que tu nous dis là, tu n'as rien d'autre à dire. Et genre, ma sœur, je lui ai dit ça et je savais qu'elle était au fond, je savais pas si elle était lesbienne, bisexuelle, pansexuelle, je sais pas. Et quand je lui ai annoncé ça, je lui ai clairement relancé le sujet en mode, toi, enfin voilà, tu te places où? Et c'est là qu'elle a commencé à ouvrir aussi sa parole envers nous, ses sœurs, parce que du coup, on est 3 sœurs et on a plus commencé à parler de ça. Et ça m'a grave, j'ai grave apprécié parce que je me suis dit, aujourd'hui, j'ai montré l'exemple à ma sœur. J'ai réussi à parler de ça, même si mes parents, ils sont vraiment fermés d'esprit. J'ai réussi à ouvrir cette parole
à faire un pas en avant pour que ma sœur derrière, elle puisse aussi faire ce pas-là. Je sais que elle voudra sûrement pas maintenant, mais je sais que ça l'a aidé aussi à plus être à l'aise. Même quand on est ensemble, elle a une copine, on se fait des dates à quatre avec ma copine. C'est des trucs comme ça. Je suis hyper fière de pouvoir partager ça avec ma sœur. La remarque qui m'a beaucoup touchée, c'était plus ça, en mode comme si j'étais vraiment malade et et que Dieu, son Dieu, va m'aider à me sortir de mon lesbianisme, alors que je suis très clairement heureuse comme je vis. J'ai clairement pas envie de retourner à la femme que j'étais avant. Et voilà, c'est ça mon expérience. À l'époque où je me disais bi, j'avais une amie du coup je venais de sortir de ma campagne profonde où il y avait que des blancs et du coup donc je commençais à assumer ma bisexualité et mais dans ma campagne clairement bon voilà quoi, enfin j'avais personne avec qui relationner et donc j'arrive à Nantes. Et en fait, donc là, c'est le moment de me découvrir, quel genre de femme me plaît, quel genre de bi je suis, etc. Et donc, je m'observe. Et en fait, j'ai cette amie qui me faisait beaucoup de remarques biphobes en me demandant presque tous les jours pourquoi je ne relationnais pas avec les femmes, pourquoi je ne sortais pas avec les femmes. Et dès que je parlais d'une fille qui me plaisait, mais couche avec, mais c'était une pression. Et je sais que moi-même, je me sentais pas légitime dans ma bisexualité. Et en fait, elle rendait ça encore moins légitime du coup. Donc, c'était assez. Ouais, toutes les remarques qui m'ont le plus blessée, ça a été vraiment dans ma construction de bisexuelle, en gros. Et il y avait aussi, récemment, du coup, j'ai l'ex dont je vous parlais tout à l'heure, l'homme cis, je lui ai dit que maintenant, je me disais lesbienne. Et je sais qu'à un moment, on s'est vu parce qu'on était quand même en très bons termes. Et je suis allée dormir chez lui, etc. Et vraiment, je sais que j'y pense pas souvent, j'évite d'y penser parce que je pense que ça va m'énerver. Mais je te dis que je suis lesbienne, etc. On parle, machin, machin, je dors chez toi et tu me proposes de coucher avec toi. Tu vois pas qu'il y a un souci là? Et vraiment, en fait, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais après, il était en mode, ah, donc c'est sérieux? Sans blague! Oh mon Dieu! Waouh! Enfin, sur le moment, j'étais juste en mode, ah ouais, vraiment? Enfin, bref. Et comment dire? Vous voyez, dans la communauté lesbienne, on va dire, enfin, dans la communauté lesbienne noire, il y a tout ce qui est stud, femme, etc., STEM, etc. Et je sais que au début, quand j'ai commencé à me dire lesbienne, ou même, quand j'ai commencé à assumer que j'aimais les femmes, j'ai voulu me retrouver dans une de ces étiquettes. Et encore une fois, j'avais beaucoup d'a priori. En fait, je suis partie avec plein d'a priori. Et, euh, et du coup, je me cherchais, et vu que je me considérais femme, je croyais, dur comme fer, que je devais être avec une personne masculine. Et en fait, ça collait pas avec la réalité parce qu'en fait, je suis attirée par les féminines, je suis énormément attirée par les féminines, mais pour moi, il y avait quelque chose qui allait pas. C'était pas normal d'être attirée par une féminine si t'es féminine. Et j'ai dû déconstruire ça et j'ai dû aussi déconstruire le fait que je suis très féminine parce que toute ma vie, on m'a enlevé ma féminité en tant que femme noire. Ça veut dire que on m'a souvent traité de sauvage. Vous voyez, enfin, toute la misogynie noire que je me suis pris pendant mon adolescence, je me suis vraiment construite avec une image de moi un peu biaisée. Et même encore aujourd'hui, j'ai du mal comment on dit, à me réapproprier ma féminité. C'est-à-dire que j'ai encore du mal des fois à juste me voir comme une personne féminine, une personne douce. Non, j'ai encore tous ces biais je sais pas, pendant mon adolescence, par exemple, je sais que je me trouvais trop brutale. Du coup, j'essayais de camoufler ça. Des fois, je me reprenais en mode ah non, t'assois pas comme ça fait trop masculin. Je me trouvais trop masculine. Et c'est vraiment un combat, même encore aujourd'hui, de me réapproprier ma féminité et de me dire non. Voilà. Et du coup, je pense pour pallier à tout ça, j'ai développé un côté hyper féminin. C'est moi, hein, c'est toujours moi. Mais je sais qu'il y a aussi mon côté masculin qui demande à être là. Et aujourd'hui, j'essaie d'équilibrer les deux parce que c'est difficile justement de reprendre cette masculinité qu'on a voulu m'imposer, mais tout avec cette féminité que je me suis imposée pour pallier au masculin, vous voyez. Et du coup, maintenant c'est ok, enfin maintenant c'est de plus en plus ok. C'est de plus en plus ok le fait que, comme j'ai dit, j'adore le rose, j'adore me maquiller, j'adore machin, mais des fois c'est c'est 50-50 chez moi, c'est 50-50 et plus je grandis et plus je suis en paix vraiment avec l'enfant
l'enfant, mon adolescence, qui ne demandait juste qu'à vivre masculine ou féminine. Elle s'en fichait, elle était juste elle, mais on n'a pas voulu. Et voilà. Oui, je voulais revenir sur le sujet d'étiquette parce que je trouve aussi que dans la commu, dans toute la commu, il y a ce truc de, comme tu disais, d'étiquette parce que si c'est ce truc de STEM, FEM, top, bottom, des trucs comme ça. Et moi aussi, justement, comme j'expliquais tout à l'heure, c'était ce truc de je voulais me retrouver dans aucune de ces cases-là. Et je pense clairement que c'est pour ça que tu passais par la case B. Et je me disais, j'ai pas envie de choisir. Je voulais clairement pas choisir. Je voulais faire ce que je voulais. Et c'était clairement ça. Et quand je me suis assumée lesbienne, je me suis dit au système, c'est clairement une case, mais je me suis dit, c'est une case faite pour moi parce que c'est au milieu. J'ai pas envie de choisir. Même aujourd'hui, quand on me demande, aujourd'hui, c'est la question qui est le plus répandue. euh, Tu es elle, il, elle, des trucs comme ça. Et moi, je réponds, on peut m'appeler elle, on peut m'appeler il, clairement, je m'en fous. Et c'est un truc que comment dire, comment tu dis ça? Je revendique. Voilà. C'est ce truc de, je veux pas être mise dans cette case-là ou cette case-là, parce que tous ces trucs d'étiquette, ça vient pour moi des relations hétérosexuelles. Clairement, ça vient de ces relations-là. Voilà. Est-ce que par rapport à votre vécu et par rapport à vos expériences, est-ce que vous vous acceptez pleinement? Alors, pour mon avis, je pense que si le monde était plus ouvert, toutes les sexualités s'assumeraient à la naissance. Je pense vraiment ça parce que je pense que même si j'étais née dans le pays le plus LGBTQ friendly, je serais passée quand même par la case hétéro. Parce que quand tu grandis, c'est ce que tu apprends à l'école, maman, papa, la famille, des trucs comme ça. Et je pense clairement que je serais quand même passée par ça. Mais c'est dans le monde dans lequel on vit. C'est fait de plein de petites embûches comme ça qu'il faut réussir à surmonter. Et est-ce que je m'assume pleinement? Oui, clairement oui, parce que aujourd'hui, je m'en fous de la vie de n'importe qui. Si je veux vivre quelque chose, je vais le vivre, que ce soit dans ma sexualité, que ce soit parce que je suis noire, parce que j'ai un exemple comme ça que je voulais partager. Je vais parfois dans des soirées tech et j'ai déjà reçu des commentaires en mode ah, t'es noire, tu vas dans des soirées tech. Ça n'a aucun rapport, j'aime juste la techno, donc je ne vois pas de quoi tu parles. Et ça dégage aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce genre de truc-là, de savoir comme je disais tout à l'heure, savoir où on va, juste, je m'assume aujourd'hui et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ma manière de vivre, c'est juste que la personne n'a rien à faire dans mon cercle. Non, je peux dire que je m'accepte beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et ouais, vraiment, je changerais rien chez moi. Voilà. Ton destin voit des cœurs. Si vous devez vous adresser à l'Audima et définir, enfin, pas définir, le mot n'est pas définir, mais disons, s'il y avait des mythes, ou il y a forcément des mythes et des réalités de la communauté, qu'est-ce que vous direz à cette Audima, à toute personne qui vous écoutera et qui pense telle ou telle, et pourtant, enfin, dans l'envers du décor, c'est telle ou telle chose qui se passe? Moi, je veux bien commencer à répondre. Premier mythe que j'ai souvent entendu, et peut-être que j'ai cru un moment, je sais pas, mais c'est que bah, pour les lesbiennes, lesbianisme politique par exemple, le monde des lesbiennes n'est pas tout rose. Voilà, enfin, je pense qu'il faudrait un peu plus considérer les relations entre femmes et que non, c'est pas fait de pique-nique et d'amour et d'eau fraîche et qu'on a aussi notre lot de souffrance et que bah je pense que je pense qu'il y a certaines personnes des fois qui essayent un peu trop de romantiser les relations entre femmes et c'est encore une énième manière de pas les prendre au sérieux. Mais que oui, enfin, du coup, les lesbiennes politiques, je sais pas, qui veulent s'extraire du patriarcat pour un peu moins souffrir, vous pouvez aussi trouver votre lot de souffrance chez les lesbiennes. Essayez si vous voulez, mais en tout cas, on est des humains, quoi. Donc voilà, quoi. Alors moi, j'aimerais dire que dans les relations, du coup, lesbiennes, vu que je suis lesbienne, c'est ce truc de, quand on dit, enfin, il y a beaucoup de sentiments dans les relations déjà de la commune, parce que c'est pas, c'est pas parce c'est pas parce que c'est deux personnes du même sexe ou
Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a beaucoup de sentiments parce qu'il y a beaucoup d'histoires derrière. Il y a beaucoup de personnes qui ont assumé plein de trucs, il y a beaucoup de personnes qui se font rejeter de plein de trucs. Et c'est tout ça qui fait qu'il y a beaucoup de sentiments qui s'enchaînent derrière avec ces personnes. Et quand d'autres personnes, cis, hétéros, voilà, qui se disent « Oh, mais ça fait 2 jours que ça a été avec cette personne, pourquoi tu pleures autant ?» Je pleure autant parce que ça fait 10 ans que je m'assume et cette personne, je suis amoureuse en fait. OK. Donc, c'est ce que je veux préciser. C'est une histoire. C'est pas juste tu rencontres, tu étais une femme, tu rencontres un mec, vous mettez ensemble, demain vous n'êtes plus ensemble, c'est fini. Non. C'est quand tu vas rencontrer une personne qui n'est, vous allez construire une relation qui n'est pas d'ordre de la société. Vous construisez sur ça. Donc, c'est compliqué à gérer maintenant. Voilà. Tout nous contraint, quand on est gay, lesbienne, bi, trans ou autre à l'hétérosexualité, au patriarcat et à sa soumission quand on est une femme, quand on est un homme. Et vous nous avez démontré que le lesbianisme, c'est pas simplement une orientation sexuelle, que dès lors qu'on est différent, on est d'emblée engagé, et que s'assumer et représenter sa différence, c'est déjà un combat. On a des emprunts à l'hétérosexualité, au patriarcat, quand on entend parler de top, bottom, de faits masculines et tout. Et ma question pour nos éditeurs et peut-être pour un prochain sujet, pardon, ce serait peut-être de se demander si les fondements même du patriarcat qui base la relation sur un rapport de force, sur un rapport de domination et tout, ne sont-ils pas à revoir, à remettre en question, justement quand on est gay ou lesbienne. Voilà. Donc encore merci pour vos expériences, merci d'avoir bien voulu les partager avec nous, Scott et Candace. Et pour nos auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, mettez des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Nous sommes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Art Yuri. J'ai encore adoré une fois de plus de partager cette aventure avec vous. Merci d'être vous et merci d'être présent. Merci à tout le monde. Merci, c'était super cool d'en parler. Oui, vraiment, c'était génial. Je pense que c'est notre épisode où on a tourné le plus longuement. Hein. Je pense. Et oui, il y a tellement de matière. C'était tellement intéressant. Tout ça, c'est vraiment grâce à vous. C'est vraiment grâce à vous. Il y avait énormément de matière. Mais même là, je pense que si on n'avait pas coupé, on avait encore à dire, tu vois. C'est vraiment parce qu'on a tourné assez longtemps. C'était hyper intéressant. Très éducatif. Merci. Merci.